Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air est en direct de New York pour suivre une présidentielle américaine encore incertaine. Cette nuit pourtant, Donald Trump a revendiqué la victoire. Depuis ce matin, il dénonce les fraudes et les bulletins magiques, comme il dit. Il menace déjà de saisir la Cour suprême. Le camp Biden, de son côté, se dit en bonne voie pour gagner et promet de compter chaque bulletin, comme le redoutaient certains dans un climat d'extrême tension. L'élection, vous le constatez, a donc d'ores et déjà tourné au bras de fer alors que l'on attend toujours les résultats dans quelques États clés. Une chose est sûre, la vague bleue démocrate n'a pas eu lieu. Le rejet de Donald Trump n'a pas suffi pour emporter l'adhésion d'une majorité indiscutable d'Américains derrière Joe Biden. Alors que faut-il attendre des derniers résultats? Quand est-ce que nous serons fixés? Est-ce que ce sont finalement les tribunaux qui vont choisir le nom du futur président des États-Unis? Biden y croit. Trump dénonce les fraudes, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pierre Lemann, vous dirigez l'Institut de sondage Ipsos en Amérique du Nord. Avec nous, Philippe Corbet. Vous êtes journaliste, correspondant de RTL à New York. Vous venez de publier Roy Cohn, l'avocat du diable, aux éditions Grasset. Un portrait qui concerne l'ancien mentor de Donald Trump. Avec nous, Daniel Cruz. Vous êtes politologue, ancien conseiller et porte-parole aux affaires étrangères à la Maison-Blanche. C'était sous Bill Clinton. Et avec nous, en liaison ce soir, Sonia Dridi. Vous êtes journaliste correspondante pour France 24 à Washington. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, aux éditions du Rocher. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct de New York. Je le disais, Philippe Corbet, c'est peut-être le scénario que tout le monde redoutait, c'est-à-dire une élection serrée qui va se jouer avec un comptage minutieux des voix. Oui, parce que dans plusieurs États clés, le Michigan, le Wisconsin, mais aussi l'Arizona, le Nevada, la Géorgie, on est en train de compter voix par voix. Ça se joue à quelques milliers de voix. Il y a quelques instants, on apprenait que le Wisconsin n'avait plus de bulletins à dépouiller, c'est ce que disent les autorités. Or, Biden a 20 000 voix d'avance. 20 000 voix d'avance sur je ne sais plus combien d'habitants, il y a dans le Wisconsin. Donc c'est surprenant. Et en même temps, Donald Trump a gagné cet État en 2016 avec, si je ne me trompe pas, 10 000 voix d'avance dans le Michigan et 20 000 voix dans le Wisconsin. Donc finalement, il pourrait perdre le même État avec le même écart qu'il l'avait gagné il y a 4 ans. Ce sont des États qui sont de toute façon serrés. Scénario serré, c'est pas ce qu'on avait anticipé forcément. Alors on va pas faire le procès des sondeurs, je vous assure, hein, Pierre Lemann, mais on a l'habitude. Ouais, c'est pareil en France, je vous rassure. Mais c'est vrai que je le disais à l'instant, il n'y a pas eu de vague bleue et le scénario discuté dans un pays fracturé, on en a beaucoup parlé hier, d'une élection où il n'y a pas de vainqueur indiscutable. Ça dépend un peu comment on regarde la chose, parce que si on regarde le vote populaire, donc à l'échelon de la nation, Biden est en tête relativement largement, et on sait que les derniers votes qui arrivent, et c'est toujours le cas, par exemple la Californie est toujours très lente à dépouiller tous ses bulletins, et comme en Californie, les 2 tiers des électeurs votent pour les démocrates en général, et cette année, ce sera le cas d'habitude, voilà, on aura sans doute 1 million de votes en plus, ou 1,5 million de votes en plus pour Biden, qui vont arriver dans les jours, les semaines qui viennent, qui ne comptent pas pour le collège électoral, mais qui compte quand même pour le vote populaire. Donc on a une large majorité quand même en faveur d'Américains en faveur de Biden. Tout à fait. Maintenant, dans les États dits swing states, ou battleground states, comme on les appelle, les États de combat, c'est vrai qu'il y a un résultat très serré. Pour l'instant, il y avait 6 États qui posaient question. Dans ces 6 États, 2 seulement ont été attribués. Lesquels? Pour Biden. Alors c'était l'Arizona qui a donc été probablement attribué à Biden. C'est pas tout à fait final, mais enfin c'est presque sûr. La Floride qui est allée vers Trump, comme on pouvait s'y attendre. D'ailleurs, c'était extrêmement serré. Il reste ensuite les États dits de la Rust Belt, c'est-à-dire de la ceinture rouillée, les anciens États industriels en déclin, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, qui sont des États où aujourd'hui, en effet, l'élection se joue et où on voit que Biden a un petit peu d'avance aujourd'hui. Ce n'était pas le cas pendant la nuit, mais on savait que les villes sont un peu plus lentes à dépouiller, que les bulletins qui ont été envoyés à l'avance favorisaient les démocrates, mais seraient plus loin à dépouiller. Et puis il y a du vote par correspondance absolument. aussi. Et donc, on voit aujourd'hui les démocrates prendre espoir que dans ces États, ils vont gagner, peut-être pas en Pennsylvanie, mais s'ils gagnent le Nevada, le Wisconsin et le Michigan, ça devrait être suffisant. C'est important ce que vous dites. Ça veut dire qu'on pouvait anticiper le fait que les voix démocrates seraient plus tardives à arriver. Et ça, Donald Trump le savait. Donald Trump le savait tellement bien qu'il a anticipé ça dans son narratif, dans son histoire. Et dès le début, depuis des semaines, il a dit qu'il va falloir se méfier de tous ces votes par correspondance.
au bon moment, au milieu de la nuit, il est arrivé, il a fait un discours en disant, écoutez, je suis en tête, mais alors c'est curieux, je suis en tête, mais d'un seul coup, on a l'impression que les démocrates reviennent comme je l'avais prévu, Ouais. et donc c'est qu'il y a fraude. Et Voilà, ça, on va y c'est- revenir parce que c'est assez inédit dans l'histoire des C'est une États-Unis. anticipation de ce qui allait se passer, et comme il se passe ce qu'il avait dit, d'une certaine manière, ça donne crédit à son second argument, qui lui n'en a pas forcément beaucoup de base, qui est de dire, puisque je vous l'avais dit, ça se passerait comme ça, je vous ai aussi dit qu'il y aurait fraude, donc il y a fraude. Sonia Dridi, peut-être pas de vague bleue, et on va y revenir dans le détail parce que ça va être intéressant d'analyser ce vote des Américains qui se sont déplacés massivement. C'est un taux de participation historique aux États-Unis. Pas de vague bleue et peut-être encore une victoire de Joe Biden possible à l'heure où nous nous parlons. Oui, tout à fait. Alors, je pense que dans tous les cas, cette soirée électorale est une déception pour les démocrates, pour l'équipe de campagne de Joe Biden, qui espérait quand même, après 4 années de présidence Trump, avoir une victoire, si jamais Joe Biden remporte, une victoire un peu plus décisive. En tout cas, c'est ce qu'ils espéraient. Alors après, je pense que depuis plusieurs semaines, c'était assez clair dans les sondages. Oui, Joe Biden était en tête au niveau des sondages nationaux, mais on voyait très bien que dans les États clés, le vote, les sondages étaient très serrés, notamment en Floride, au Texas. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Et en effet, tout va se jouer dans la Rust Belt, donc dans la ceinture de la rouille. Et une victoire de Joe Biden est encore possible, soit s'il remporte le Michigan et le Wisconsin, soit il remporte la Pennsylvanie. Alors pour l'instant, la Pennsylvanie, il semble être un peu en difficulté. Et s'il perd la Pennsylvanie, même s'il remporte l'élection, ça sera vraiment une déception pour Joe Biden, qui est originaire de la Pennsylvanie, qui est le kid de Scranton, qui a fait énormément campagne dans cet État. On sait aussi que Joe Biden a un ego assez fort, donc ça sera vraiment une humiliation pour lui. Mais c'était un scénario qui était anticipé par de nombreux observateurs, par les démocrates. Ça fait des semaines qu'on répète. Au départ, Donald Trump semblera en avance dans certains États et ils pourront se renverser, comme l'ont dit vos autres invités, au fur et à mesure des dépouillements, notamment dans les villes. Daniel Cruz, ce qu'il faut expliquer aux Français qui vous regardent ce soir, je rappelle que vous êtes ancien conseiller à la Maison-Blanche, c'est que ce n'est pas du tout inhabituel au lendemain d'un vote aux États-Unis de ne pas avoir le nom du président. Exactement, ce n'est pas inhabituel et je crois que cette chose va se résoudre assez rapidement. Je veux dire, on voit les votes au Wisconsin qui vont être comptés aujourd'hui, au Minnesota peut-être plus tard dans la journée, au Nevada c'est plus ou moins compté et si on a ces 3 États pour Biden, c'est gagné. Pour Biden. C'est-à-dire qu'il arrive à 269 et il y a l'État du Nebraska, une anomalie, qui a 5 votes électoraux. Une de ces votes électoraux est séparée du reste. Et pour Biden, donc ça l'emmène à 270. Donc c'est ce qu'il a besoin. Donc même s'il perd la Pennsylvanie, il perd la Caroline du Nord et il perd la Georgie, qui est le dernier État, il perd les 3, il gagne quand même et il peut gagner dans le cours dans la journée, sinon demain matin. Et on ne peut pas exclure une hypothèse qui est vraiment l'hypothèse favorite de Biden à cette heure-ci, d'une victoire qui ne serait pas si étriquée que ça. C'est-à-dire qu'il peut encore dépasser 300, 305 grands électeurs. Ça veut dire une victoire à peu près équivalente à celle de Donald Trump en 2016, une victoire serrée, mais qui ne serait pas une humiliation. Parce qu'il y a quand même aussi des hypothèses où il gagnerait avec un grand électeur d'écart, ce qui serait une manière d'être élu, mais d'être si mal élu qu'il serait totalement impuissant. Alors moi, je ne partage pas ce point de vue du mal élu. Vous savez, le système électoral américain est tel que c'est compliqué de gagner avec beaucoup d'avance pour un démocrate actuellement. S'il gagne par 270 voix, il a gagné. Il aura un vote populaire largement en sa faveur. On verra de combien, peut-être 4%. Quand vous dites un vote populaire, c'est-à-dire un vote en voix, au niveau national en voix, qui sera largement supérieur à celui, par exemple, d'Hillary Clinton en 2016. Ce qui est plus gênant pour lui, c'est le Sénat. Chacun votre tour. Voilà, c'est le Sénat. Et donc c'est vrai qu'au Sénat, comme on l'avait prévu, ça va être difficile pour les démocrates de remporter une majorité. Et donc la question va être, est-ce qu'il aura les moyens de faire une politique active, ou est-ce qu'il va se retrouver dès le début de son mandat dans une situation un peu de blocage? Daniel Cruz, vous voulez dire un mot? Je voulais juste dire, le vote populaire, il aura sûrement autant de votes que Obama en 2008. Donc ça sera une grosse victoire donc populaire. Donc vous diriez qu'il y a une vague bleue? Donc la vague bleue contenait aussi le Sénat. Et en effet, je crois que le Sénat va sûrement rester du côté républicain. Donc une vague bleue n'arrivera pas. Quand est-ce qu'on aura les résultats définitifs de ce qu'on
Alors peut-être que c'est une question Si je piège, savais. Philippe Corbet, mais vous le disiez à l'instant, ça peut être assez vite plié, parce que, pardon, oui. mais dans les scénarios qu'on évoque depuis ce matin, et on va y revenir, parce que ce qui est très nouveau, c'est pas de ne pas avoir le nom du président des États-Unis, c'est d'avoir le chef de la Maison-Blanche qui conteste le scrutin. Mais si on met de côté les tribunaux, en termes d'agenda, de ce qui est prévu pour les dépouillements. Il est possible qu'on ait d'ici ce soir, heure américaine, donc la nuit prochaine en France, un résultat validé par les autorités de l'État du Michigan et du Wisconsin, où à cette heure-ci, Biden semble en tête et semble en mesure de conserver son avance. Sans aller jusqu'aux tribunaux, la Pennsylvanie, qui est un gros morceau, a une particularité, c'est que la Pennsylvanie va compter les votes par correspondance qui arriveront d'ici vendredi soir, mais à condition qu'ils aient été postés hier, avant la fermeture des bureaux de vote, donc le cachet de la poste faisant foi. Ça a été l'objet d'une contestation devant les tribunaux qui a été réglée par la Cour suprême la semaine dernière. Le président Trump contestait, il a fait campagne tout le week-end en Pennsylvanie en disant c'est scandaleux qu'on compte les voix après la fin du scrutin. Mais c'est peut-être là-dessus que peut se jouer l'élection, si au bout du compte l'élection est décidée par la Pennsylvanie. On parle quand même de dizaines de millions de voix, peut-être même de centaines de milliers de voix. En tout cas, ça pèse lourd. Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, ces États font durer le suspense. Le décompte, on l'a compris, est toujours en cours dans les bureaux de vote. C'est là que se joue l'issue de ce scrutin. Mais cette nuit, sans attendre les résultats, Donald Trump a officiellement revendiqué sa victoire. Il a pris tout le monde de court et il annonce déjà une fraude majeure. Il dénonce une fraude majeure. Le camp Biden se dit prêt à se battre en justice. Récit d'une nuit américaine hors norme. Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet. Donald Trump arrive en vainqueur à la Maison-Blanche hier soir. Le président américain s'affiche confiant avec ses partisans. Puis peu après 2 heures du matin, au cœur d'une incroyable nuit américaine, il prend la parole. C'est une fraude envers le peuple américain. C'est une honte pour notre pays. Nous nous préparions à gagner l'élection. Honnêtement, nous avons gagné cette élection. Les résultats ce soir ont été phénoménaux. Et nous étions prêts à sortir et célébrer quelque chose de si beau, de si bon, un tel succès. Revendication de victoire et accusation de fraude. Donald Trump veut stopper le décompte des voix et annonce qu'il va saisir la Cour suprême alors que le dépouillement des votes est loin d'être terminé. Ce que Trump vient de dire est antidémocratique, faux et prématuré. Ce n'est pas vrai de dire qu'il a gagné. On ne sait pas qui a gagné cette élection. C'est une situation extrêmement inflammable et le président vient d'y jeter une allumette. Scandaleux, riposte le clan de Joe Biden qui se dit également prêt à une longue bataille judiciaire. Quelques heures avant le discours de Donald Trump, Joe Biden lui-même se présentait devant ses militants dans le Delaware. Je suis ici ce soir pour vous dire que nous sommes en bonne voie pour gagner cette élection. Nous savions qu'à cause du vote anticipé et celui par correspondance, cela allait prendre du temps. Nous allons devoir rester patients jusqu'à ce que le travail de décompte soit terminé. Et rien n'est fait jusqu'à ce que chaque vote soit dépouillé et comptabilisé. Compter chaque voix, une procédure qui risque bien de prendre du temps dans ce scénario tant redouté qui s'écrit heure par heure aux États-Unis. Une élection au coude à coude qui cristallise les divisions. Et en milieu d'après-midi, le suspense restait entier. Joe Biden a alors remporté 238 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Il en faut 270 pour gagner l'élection. Le président américain peut déjà compter sur la Floride, le Texas et ses 38 grands électeurs, et l'Ohio. Joe Biden a lui remporté la Californie, qui a le plus grand nombre de grands électeurs, mais surtout l'Arizona, une prise de guerre pour les démocrates. Dans certains États clés, les résultats étaient encore à 16 heures incertains. En Géorgie, en Caroline du Nord et surtout dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Rien que dans cet État, 2 400 000 bulletins de vote par correspondance doivent être dépouillés. C'est 10 fois plus qu'en 2016.
Nous n'avons jamais eu à compter autant de bulletins de vote par correspondance. Nous pensions être prêts, mais en vérité, nous ne l'avons jamais fait auparavant avec un si grand nombre de votes. Et le vote par correspondance prend plus de temps à être comptabilisé. Les heures risquent donc d'être encore longues avant de connaître les résultats. Elles pourraient même se transformer en jours. Légalement, la Pennsylvanie a par exemple jusqu'à vendredi pour finaliser le comptage des voix. Et cette question qui nous est posée ce soir, comment Trump peut-il décréter qu'il a gagné et en même temps affirmer que les élections sont truquées, Philippe Corvée? C'est bien un problème. C'est-à-dire que son intervention hier soir était improvisée, comme souvent les interventions du président Trump. C'est-à-dire qu'il avait prévu de venir parler. Son équipe avait préparé un message. Il n'a pas lu le message. Et quand on écoute l'intervention en direct, c'est frappant parce qu'au début, il est prudent. Il a un message qui est pas provocateur et qui est presque assez habile. Et au fur et à mesure de son intervention, il va trop loin. Et quand il dit « nous avons gagné », là, il va trop loin parce qu'il fait une erreur. Il est politique. Il est corrigé presque immédiatement par le vice-président. Et on voit dans la foulée des dirigeants républicains, des gens proches de lui qui disent « non, non, attention, ça c'est une erreur stratégique, c'est une erreur politique ». L'erreur stratégique, c'est d'abord revendiquer une victoire. On a entendu Joe Biden dire « nous allons nous aussi vers la victoire ». Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez d'un côté Joe Biden qui dit « on doit compter tous les votes qu'il y a ». Oui. Voilà, c'est la logique, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Et Donald Trump dit, attendez, je suis en tête dans ces États-là, pourquoi est-ce qu'on continue à compter des voix qui ne sont pas encore arrivées? C'est pas normal. Et d'une certaine manière, si Donald Trump voulait contester ce principe, il faudrait qu'il soit un général qui arrive sur un champ de bataille avec une armée derrière lui et un plan clair. Là, c'est pas ça, il est un peu tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, qui vient derrière et qui dit « il a raison et on va tous se battre derrière lui ». Il est un peu tout seul, là, le président Trump, quand il dit ça. Sonia Dredi sur le président Trump qui dénonce d'ores et déjà des fraudes. Tout à fait, c'est vrai que c'est du jamais vu. Hein. Le dépouillement était loin d'être terminé et Donald Trump qui revendique la victoire, qui dénonce des fraudes dans un discours très confus, dit aussi qu'il est prêt à aller jusqu'à la Cour suprême. Alors la campagne, hein, Biden a dénoncé une déclaration scandaleuse et sans précédent. C'est vrai que c'est vraiment sans précédent. Moi j'étais avant correspondante en Égypte et c'est vrai d'entendre ce type de déclaration, c'est assez étonnant. Hein, ça rappelle le type de déclaration qu'on entend dans des régimes autoritaires. Et puis, Donald Trump a aussi ce don, l'air de rien, de souffler sur la braise en disant « et puis moi, j'étais prêt à faire une grande fête, à célébrer. En fait, c'est vraiment très triste. » Donc, on dirait qu'il voulait attiser la colère de ses partisans, ce qui est assez dangereux dans un pays déjà à cran. Et puis, je voudrais ajouter sur ce qu'on disait sur le dépouillement, justement, pourquoi on attend encore les résultats dans ces États clés, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, c'est parce que les républicains ont fait en sorte dans ces États qu'on ne puisse pas commencer le dépouillement avant le jour J, avant le jour de l'élection. Donc tout ça, ce sont aussi des stratégies des républicains pour qu'on arrive aujourd'hui à un scénario assez confus et qu'on doive attendre finalement le résultat de ces États si importants. Daniel Cruz, quels sont les votes que met en cause Donald Trump? Ceux qui sont dépouillés après, donc ça, on l'a compris, c'est l'idée du vote par correspondance qui serait, et il cible précisément, alors il appelle ça les bulletins magiques qui arrivent, et il cible précisément la Pennsylvanie en disant il y a des choses curieuses qui se passent en Pennsylvanie. Donc il va chercher certains États, la Pennsylvanie, peut-être le Nevada si Biden gagne l'État et potentiellement arrive à 270 dans les 2 prochains jours. Et moi, j'étais à la Maison-Blanche dans les années 2000, donc j'ai vécu le recount en Floride. Et le recount en Floride, la Cour suprême de l'État et ensuite la Cour suprême fédérale a demandé à la Floride d'arrêter de compter les votes. Donc, ce n'était pas une question de combien de votes. C'était un moment où on a dit arrêtez de compter les votes, c'est terminé, on ne recompte plus les votes. Et ce que Gore, à l'époque, voulait faire, c'est continuer le compte des votes. Et donc, je crois que Trump voit ce qui est arrivé en 2000, voit que ça a marché, et je crois que sa stratégie, ça sera est-ce qu'on peut arrêter de compter les votes en Nevada? Ça n'a pas marché hier, mais peut-être que ça va marcher dans les 2 prochains jours. En Pennsylvanie. Mais pardon, je ne comprends pas quel est l'argument sur lequel on s'appuie légalement pour dire on arrête de compter. Il va trouver l'argument dans une fraude ou dans
un mécanisme qu'il croit qui n'est pas légitime. Pour l'instant, on est d'accord, il n'y a aucune fraude avérée, constatée, que ce soit au Nevada ou en Pennsylvanie. Vous savez, un vote, si vous le recomptez 10 fois, vous allez trouver 10 résultats légèrement différents. Et notamment aux États-Unis où les processus de comptage, de vote sont très diversifiés, très différents, très décentralisés, un peu antiques dans certains cas. Vous pouvez recompter pendant 100 ans et on n'arrivera jamais à aboutir à un résultat. Donc à un moment, la Cour suprême, mais ce n'est pas seulement un problème juridique, c'est un problème politique. À un moment, quelqu'un doit dire, bon, il faut arrêter parce qu'il nous faut quand même un président. Mais on ne peut pas rester dire sans président. Qui doit décider? La Cour suprême peut en effet décider de ça. C'est, comme son nom l'indique, la Cour suprême. Donc à un moment, elle peut décréter que trop c'est trop et qu'il faut s'arrêter. Mais il faut quand même qu'il y ait un soutien politique. Et donc la question pour moi, ça va être beaucoup, est-ce que les républicains, dans l'hypothèse où Trump perd, parce là on est en train d'enterrer Trump, mais on n'y est pas encore. Personne ne l'enterre, on l'a bien compris. Prudence, mais dans l'hypothèse où en effet Biden semble avoir suffisamment de votes électoraux, donc ces fameux 270 votes, à ce moment-là, effectivement, Trump conteste, alors il utilise des subterfuges, mais là encore, il répète un script qui est le même depuis 2 mois, dire les votes par correspondance, je me promène dans le New Jersey, je vois des votes dans le caniveau, enfin des bulletins de vote, donc ça prouve bien que tout ça c'est truqué, que c'est pas fiable. Bon, voilà, donc il peut utiliser ça. À un moment, si le Parti républicain décide de ne plus suivre Trump, eh bien, ça sera un peu terminé. Et là, il y a quand même une grosse inconnue, parce que le Parti républicain s'est rallié derrière Trump, ce qui n'était pas gagné. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces grands classiques du Parti républicain ont été réélus au Sénat. Quelle est la nécessité pour un Lindsey Graham, sénateur du Sud, ou un Mitch O'Connell, qui est le patron des sénateurs républicains qui a toujours soutenu Trump jusque-là. Bien sûr, mais enfin, toujours soutenu, c'était une alliance d'intérêt, plus que d'amour quand même. Quel est leur besoin absolu de soutenir Trump aujourd'hui, ou même de Mike Pence, qui a lui-même ses propres calculs, son futur. Vice-président. Exactement, on verra. Juste pour que vous compreniez pourquoi c'est compliqué et sur quelle base le président Trump pourrait attaquer les votes. Oui, pardon, parce qu'encore une fois, on voit ça avec nos yeux de Français, avec France, un mode de scrutin qui est le nôtre. Et ça paraît un peu lunaire le soir d'un vote de dire mais il y aura des fraudes. Il y en a. Mais quand vous avez une présidentielle en France, vous arrivez dans le bureau de vote, vous avez un petit bulletin avec le nom, vous glissez dans une enveloppe, vous mettez dans une urne. Ici, c'est pas comme ça. Vous votez pour des juges locaux, des shérifs, vous votez pour le congressman, le sénateur. Enfin, c'est compliqué. Donc c'est un bulletin très long. Par exemple, en Pennsylvanie, vous devez mettre ça dans une enveloppe. Et cette enveloppe, vous devez la mettre dans une autre enveloppe. Et vous devez absolument que l'adresse que vous mettez dessus corresponde à votre adresse qui est sur votre papier d'identité. Il y a plein de petites choses qui peuvent être attaquées en justice en disant « moi, je fais annuler tous ceux, par exemple, où la deuxième enveloppe n'est pas cachetée ». Ça peut paraître idiot, mais en 2000, en Floride, ça s'était joué à ça. Est-ce que le petit trou, parce qu'il faisait des trous dans les bulletins, là-bas, est-ce que le petit trou est vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas un petit bout de papier qui traîne? Enfin, ça peut aller jusque-là, vraiment dans un scénario très serré, catastrophe. Oui, et tout à fait. Et en 2000, ce qui est arrivé à la fin, c'est que Gore aurait pu contester la décision de la Cour suprême, mais a décidé de ne pas le faire, a décidé de renoncer à l'élection pour préserver le pays et ne pas avoir de crise constitutionnelle. Oui. Et à l'époque, c'était bien reçu, et c'était bien reçu par le peuple américain. Cette fois-ci, qui sait ce que Trump pourrait décider Donald Trump. Continuer la chose jusqu'au 20 janvier, où on doit avoir une transition de pouvoir. Quels sont les scénarios possibles? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais à vous de nous aider à comprendre. Est-ce que Donald Trump peut décider unilatéralement de saisir la Cour suprême? Est-ce que ça va se jouer État par État pour invalider ou non un certain nombre de voix? Oui, c'est compliqué parce qu'il y a différents États, différentes situations, différentes choses qu'il va pouvoir saisir, mais ça peut être long parce qu'il peut saisir un tribunal local, qui va cour d'appel locale, Cour suprême de l'État, puis ensuite un juge fédéral, puis une cour d'appel fédérale, et tout ça, ça remonte vers la Cour suprême, qui peut ou pas se saisir de ce recours-là. Mais ça peut se multiplier dans plusieurs États. Donc tout ça, c'était à la différence de la Floride en 2000, où c'était 2 ou 3 comtés dans un État. Là, ça peut être une multiplicité d'États et multiplicité de cas, avec des différences de décision. Sonia Dridi, est-ce que le président des États-Unis, même s'il perd en voix, même s'il perd en grands électeurs, peut décider, sur la foi de ces fraudes qu'il conteste, en disant voilà, il y a eu des fraudes, peut décider qu'il reste président des États-Unis le temps que la Cour suprême se décide?
Alors, c'est ce que certains redoutent. Ce qui est sûr, c'est que le jour de l'investiture, donc le 20 janvier 2021, il doit y avoir un nouveau président, enfin le président élu, donc que ce soit Donald Trump ou Joe Biden. Après, aussi, Donald Trump parle beaucoup. Je ne suis pas sûre que si, dans les faits, Joe Biden le devance largement, même s'il y a toujours des recours, est-ce qu'il va refuser de quitter le pouvoir fin janvier? Bon, je pense que à un moment, la situation va, comme on dit un peu aux États-Unis, va settle, va se calmer un petit peu. Et je pense que Donald Trump, qui d'ailleurs a aussi pas mal de problèmes avec éventuellement la justice, de dettes à rembourser, si Joe Biden apparaît le vainqueur, je suis pas sûre qu'il résiste et comme on voit dans certains régimes autoritaires qu'il refuse de quitter le pouvoir. Par contre, ça pourrait être chaotique au niveau du pays parce qu'avec des poches de violence dans différents endroits. Ce qu'il faut souligner aussi quand on parle de la Cour suprême, et c'est pour ça qu'en fait on peut arriver à un scénario assez compliqué, c'est que la Cour suprême aujourd'hui penche à droite, est en faveur de Donald Trump. Donc si Donald Trump finit par faire appel à la Cour suprême et que comme en 2000 c'est la Cour suprême qui doit décider, eh bien aujourd'hui elle penche à droite et donc elle pourrait peut-être décider en faveur de Donald Trump. C'est même ce qu'il avait peut-être anticipé lors des dernières nominations à la Cour suprême. Quel est l'état d'esprit du côté des démocrates? Ils ne découvrent pas la personnalité de Donald Trump, ils ne découvrent pas qu'il avait sans doute en tête ce scénario à l'avance? Non, il l'avait dit plusieurs fois durant tout le long de la campagne que c'était son scénario, peut-être pas favori, mais c'était certainement le scénario dont il voyait une vision pour sa victoire. La Pennsylvanie est intéressante parce que la Pennsylvanie a aussi des électeurs locaux qui sont républicains. C'est-à-dire l'État lui-même est républicain. Donc ils peuvent prendre des décisions en faveur de Trump plus facilement que d'autres États où la législature est démocrate. Et c'est là-dessus qu'il va s'appuyer, Philippe Corbet? C'est sur ça qu'il va s'appuyer. Oui, c'est-à-dire que si au bout du compte, dans le décompte, tout se décide en Pennsylvanie, ça va être long. C'est-à-dire que ça ne va pas se régler en 2 jours. C'est-à-dire que ça va être compliqué. Il faut aussi comprendre que la Pennsylvanie est un État très peuplé, où il y a, je ne sais plus, je crois qu'il doit y avoir 5 millions d'habitants environ, donc il y a beaucoup de monde. Et s'il décide, par exemple, ou s'il obtient de la justice un recomptage, par exemple, de tel comté de Philadelphie ou de tel comté de Pittsburgh, ça ne va pas se faire en une journée, ça va être très long. Donc, dans ces scénarios-là, si c'est la Pennsylvanie, vraiment, ça peut durer longtemps. En sachant que dans le camp Biden, il y a aussi, je crois, une armée de 600 avocats qui ont anticipé clairement ce qui est en train de se passer. Le scénario catastrophe qui dure des mois, vous y croyez? Moi, personnellement, pas trop. D'accord. Je pense qu'il y a trop d'intérêt en jeu. C'est très compliqué pour l'Amérique de ne pas avoir de président. Ça peut durer effectivement quelques semaines dans le scénario le pire. Si, en effet, la Pennsylvanie est l'État qui change tout, oui, on peut être dans un scénario où pendant plusieurs semaines, il y aura débat sur était-il normal ou non d'autoriser, par exemple, le comptage de votes qui ont été postés hier, mais qui n'arrivent que dans 3 jours. Et à ce moment-là, il va y avoir des tas de débats sur oui, mais le patron de la Poste, nommé par Trump, a réduit les coûts exprès au cours de l'été pour s'assurer que les votes n'arriveraient pas à temps. Donc on aura ce genre de débat. Tout ça a été écrit à l'avance, c'est-à-dire nous sommes dans le scénario central qui était le plus probable au départ, d'une sorte de blocage où il n'est pas clair qui est élu président des États-Unis, où la Pennsylvanie va être au cœur des débats. La Cour suprême, effectivement, a commencé déjà à ne pas se saisir du sujet de la Pennsylvanie. On verra s'ils pourront tenir cette position ou non. Ce qu'on retient de ce que vous nous avez expliqué, c'est que tout se joue peut-être dans le camp des Républicains. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné un appel au calme, un appel à la raison de la part des grandes figures des Républicains vis-à-vis du président des États-Unis? C'est une possibilité parce qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà dans un calcul de l'après. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux doivent être assez, je ne dirais pas déçus du bon maintien du président Trump, mais ceux qui rêvent à une candidature en 2024, par exemple, là, vont devoir, quoi qu'il arrive, gérer la présence de Donald Trump, de sa famille. Donc ça, c'est compliqué. Il va falloir aussi guetter Fox News. Fox News, hier soir, a été extrêmement neutre. Fox News a très bien fait son travail hier soir. Il y a à Fox News des gens qui sont des animateurs trumpistes caricaturaux, mais il y a aussi une rédaction avec des gens tout à fait sérieux qui font les choses. Et hier soir, ils ont été extrêmement
ils ont bien fait leur travail. Ouais, et ce présentateur de Fox News s'appelle Chris Wallace qui dit « C'est une situation extrêmement inflammable et le président vient de jeter une allumette au milieu ». C'est des déclarations qu'on entend assez peu sur cette chaîne qui a plutôt tendance à être pro-Trump. Il n'était pas le seul. Il y avait à côté de lui une ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sous George Bush qui présente une émission sur Fox News et qui disait que c'était irresponsable de faire ça. Ça veut dire que, dans un scénario où Donald Trump tenterait, je dirais pas un coup de force, mais tenterait un coup politique où il irait au bout du bout pour rester au pouvoir, s'il n'a pas le soutien des dirigeants du parti et pas le soutien de la chaîne que regardent assidûment ses électeurs, ça sera compliqué. Ça sera compliqué de tenir. S'il est allé jusque-là, vous parliez de sa déclaration à la Maison-Blanche cette nuit, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a lui-même peut-être été surpris par les résultats? On va parler dans un instant de la Floride, mais est-ce que vous vous attendiez les uns et les autres à un tel résultat si on fait 2 pas en arrière et qu'on regarde l'ensemble du vote de cette Amérique qui est allée voter? Ça aussi, c'est peut-être important de le souligner. Philippe Corbet. Moi, j'ai suivi Donald Trump depuis 5 ans et demi, depuis sa candidature, mais cette semaine, j'ai été 3 fois en Pennsylvanie le suivre, j'ai été voir des meetings. Je dois dire que, par exemple, lundi, la veille du scrutin à Scranton, en Pennsylvanie, pour la première fois, j'avais l'impression qu'il anticipait une défaite ou qu'il anticipait le fait que ça n'allait pas être assez fort. Et en 2016, il avait été surpris par le résultat. Et peut-être d'une certaine manière, hier soir, il a été surpris par le résultat. Et peut-être aussi, mais là on fait la spéculation psychologique, pour lui c'est plutôt une bonne nouvelle hier soir. C'est-à-dire que même s'il perd, il ne perd pas de façon humiliante. Il perd en ayant sauvé l'honneur et il va pouvoir jusqu'à la fin de sa vie dire au fond j'ai presque gagné ou j'ai gagné, ils ont volé l'élection. Donc pour lui c'est une porte de sortie honorable. Vraiment, même s'il perdait. On parle de porte de sortie. Hier, nous avons fait une émission dans laquelle nous avons beaucoup parlé du Texas, qui était un État dont on disait peut-être qu'il pourrait basculer. Le Texas est resté trumpiste. Oui, ça fait quand même assez longtemps qu'on parle du Texas qui, du fait des changements démographiques aux États-Unis et notamment au Texas, risque de basculer en faveur des démocrates. Et le jour où ça arrive, il y a tellement d'électeurs, de grands électeurs au Texas, qu'effectivement, ça deviendra très difficile pour les républicains de gagner. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas. Peut-être qu'on s'est un peu trompé aussi sur ce que les hispaniques... Eh bien, on va en parler. Oui. Justement, on va en parler. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est parce que c'est précisément ce qu'on va évoquer à l'instant, parce qu'il y avait le Texas, mais il y avait aussi la Floride. On parlait du vote hispanique. C'est sans doute l'État qui illustre le mieux le pari perdu de cette vague bleue indiscutable des démocrates, la Floride. Trump s'est de nouveau imposé contre les pronostics, on peut le dire. Les sondeurs avaient plutôt donné... Non, c'était vraiment très très proche. C'était proche. Donc c'était un État où vraiment c'était pas clair. En tout cas, la communauté latino n'a pas offert la vague bleue tant espérée par Biden dans cet État du Sud. Et cette nuit, les supporters de Donald Trump ont savouré une victoire décisive peut-être pour les heures qui viennent. Juliette Perrault, Arnaud Fora et Pierre Millet-Belando. Il est 21h passées lorsque la nouvelle tombe. Mesdames et messieurs, Trump a remporté la Floride. L'annonce, puis l'explosion. La Floride, qui était annoncée comme un État disputé, ne l'est finalement pas. La victoire est nette pour Donald Trump et ce représentant local du Parti républicain s'y attendait. Il y a 4 ans, il s'est passé exactement la même chose. Fox News, CNN, tous les médias internationaux nous disaient que les sondages mettaient le président Trump bien plus bas, que Trump allait perdre la Floride avec un déficit de 19 points. On savait que ce serait faux. On n'écoute pas les sondages, on colle l'oreille au sol, on sait ce qui se passe sur le terrain, dans les rues. Et on avait raison une fois de plus. Une première victoire majeure pour le président sortant et pour ses supporters, un réel soulagement. Je me sens mieux, ça m'a libéré d'une partie de mon anxiété car la Floride a gagné. À chaque État gagné, on se sent un peu mieux. Ce que fait la Floride, le reste du pays le reproduit. C'est un effet domino. À chaque fuseau horaire qui va suivre, le schéma de la côte Est se reproduira. Alors ouais, ça va aller. Cette fois-ci,
Donald Trump aura fait encore mieux qu'il y a 4 ans. 51,2% des voix contre 47,8% pour Joe Biden. La Floride reste donc républicaine, alors que quelques heures plus tôt, la bonne tenue du dépouillement était particulièrement observée. Bonsoir, le comté de Palm Beach est devenu l'un des plus grands comtés de Floride, avec plus d'1 million de votants et la participation à cette élection présidentielle pourrait atteindre les 80%. À Palm Beach, c'est dans ce local que s'est déroulé le décompte des votes, sous l'œil d'observateurs mandatés par les partis et de Wendy Link, chargée de superviser toute l'opération. Les 2 personnes sont à la même table pour qu'ils puissent se surveiller l'un l'autre. C'est un moyen d'être sûr. Avec le Covid, on a mis une glace entre les 2, mais c'est transparent, donc ils peuvent s'observer. Il y a donc quelqu'un qui vous regarde tout au long du processus. Tout est fait non seulement en public, mais sous l'œil de quelqu'un d'autre. C'est très important pour les candidats, pour qu'ils sentent que tout est fait dans les règles. Des garanties, et à la sortie des résultats, pas de contestation. Juste la déception pour les latino-démocrates, dont une poignée s'est réunie sur ce parking, devant un écran géant. The results tonight weren't what we expected, but the fight continues. The fight continues. La déception et les regrets. Certains évoquent déjà un manque de soutien de leur parti à la campagne de terrain. Il y a clairement eu une campagne de désinformation auprès des latinos de Floride qui a eu un impact énorme en nous accusant d'être communistes ou socialistes. On s'est battu contre, mais malheureusement, le bureau de campagne démocrate de Floride ne nous a pas donné assez de ressources à nous sur le terrain. Mais reste encore l'espoir de n'avoir perdu qu'une bataille, et non la guerre. La partie n'est pas jouée. Au niveau national, nous avons encore une vraie chance de remporter l'élection. À tous ceux qui pensent que c'est fini pour Joe, vous ne comprenez pas. Nous sommes convaincus que nous allons gagner cette élection. Malgré la défaite hier soir, quelques pas de danse, comme si les démocrates célébraient déjà l'éventualité d'une victoire nationale. Je pense qu'il faudrait... Et cette question qui nous est posée ce soir, Donald Trump a-t-il gagné de nouveaux électeurs? Alors, c'est vrai que, par exemple, en Floride, les hispaniques de la région de Miami ont voté plus pour lui que la dernière fois, en 2016. Donc, notamment auprès des hispaniques d'origine cubaine, il a plutôt fait un bon travail. Alors, c'est vrai que... Pourquoi? Mais vous savez, Trump, bon, déjà, il y a... historiquement, les hispaniques cubains sont plus républicains que démocrates pour des raisons qu'on connaît, si on remonte un peu à l'histoire des États-Unis et de Cuba. Mais il y a aussi le fait que Trump a beaucoup soigné la Floride depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Il est un peu rejeté à New York. Autour de nous, on aurait du mal à trouver beaucoup de gens qui sont d'ardents supporters de Trump à New York. Donc il a un petit peu... Il est entré en guerre contre le gouverneur de New York, Cuomo, contre évidemment le maire de New York, de Blasio. Et il a déménagé en Floride officiellement, donc il est maintenant un résident de la Floride. Il a fait énormément, évidemment, de réceptions dans son golf en Floride. Et bon, c'est un État qu'il a travaillé avec beaucoup d'attention et de constance. Et bon, ça a payé. Alors, il ne le gagne pas par 10 points d'écart non plus. Hein. Ça va être de l'ordre de 2-3 points d'avance par rapport à Biden. Mais il a fait ce travail-là. Il avait déjà gagné la dernière fois, donc ce n'est pas nouveau. Mais auprès des Hispaniques, il a un peu gagné. Auprès des Blancs, il a un petit peu perdu en Floride. Philippe Corbet, sur l'électorat de Donald Trump, on a dit depuis le début que nous commentons très régulièrement les années Trump sur ce plateau qu'il avait toujours un socle très solide. Il avait ce socle-là, mais il est allé chercher un autre type de public, peut-être ceux qui n'allaient pas voter auparavant. Oui, c'est-à-dire qu'il annonçait cette dernière semaine une vague rouge. Il n'y a pas une vague rouge dans les scrutins, mais comme il y a une participation beaucoup plus grande que les scrutins précédents, et comme c'est assez serré dans les mêmes États, donc oui, il a fait venir mathématiquement des gens qui n'avaient pas voté en 2016. C'est-à-dire que probablement, il a senti, ce que beaucoup d'analystes n'avaient peut-être pas vu, qu'en 2016, il y avait des gens qui s'étaient abstenus, des abstentionnistes,
des Américains qui ne s'intéressent plus à la politique, qui pensent que Washington c'est loin, qu'un président ne peut rien pour eux, qui n'avaient pas voté Trump et qui ont été séduits, ou en tout cas intéressés par ces 4 ans au pouvoir, et qui cette fois-ci se sont dit, bon, eh ben, je vais aller soutenir ce président anti-système. Lui, il l'annonçait depuis des mois, il disait aussi qu'il y avait un vote trumpiste caché, un vote trumpiste timide. Je ne suis pas certain qu'il était caché, mais en tout cas, on a vu hier, parce qu'ils sont allés voter hier, le jour du vote, des gens qui, plus nombreux qu'en 2016. Notamment, il y a des comtés ruraux en Pennsylvanie, tout ça, où il y a une mobilisation d'une base trumpiste plus grande qu'en 2016. Sonia Dridi, sur l'anti-trumpisme, on a beaucoup expliqué que Joe Biden, au final, était quelqu'un d'un petit peu lisse. Sleepy Joe, l'appelle souvent Donald Trump, avait fait toute sa campagne sur l'anti-trumpisme. Est-ce que vous considérez, au vu des résultats, que ça a fonctionné ? Alors, je pense que ce qui a fonctionné pour la campagne de Joe Biden, c'est vraiment de motiver les troupes, les démocrates, parce qu'on voit la participation est aujourd'hui historique, autour de 67% selon les premiers chiffres, et ce serait le plus haut taux de participation depuis plus d'un siècle. C'est vrai qu'au départ, Joe Biden n'avait pas vraiment de programme à part être l'antidote à Donald Trump. Ensuite, il a vraiment été aidé, entre guillemets, par la conjoncture, parce que lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, il est paru comme un homme politique plus présidentiel que Donald Trump, plus rassurant. Et puis, il a été aussi, Joe Biden, qui est opportuniste en politique, il a très vite su séduire les jeunes progressistes du Parti démocrate. Contrairement à Hillary Clinton, il leur a très vite tendu la main en leur proposant, par exemple, des idées qui étaient dans les programmes de ses anciens rivaux plus à gauche comme Bernie Sanders. C'est vrai que moi, j'ai parlé à beaucoup de pro-Sanders qui, il y a 4 ans, quand j'étais aussi aux États-Unis, n'avaient pas été votés pour Hillary Clinton ou alors en traînant des pieds, et là, qui ont été votés pour Joe Biden. Par contre, je pense qu'on a un peu surestimé ces électeurs de Donald Trump qui auraient été déçus par sa gestion de la crise sanitaire, notamment en Floride, les personnes âgées. Moi, j'étais assez sceptique par rapport à ça en me disant, oui, il y a des déçus, mais je ne pense pas que c'est un nombre très important. Et puis, par exemple, avec les premiers sondages sortis des urnes sur ce qui a motivé les électeurs, l'économie reste très importante et parfois plus importante aux yeux des électeurs que cette gestion de la crise sanitaire. Donc, je pense qu'on a un peu surestimé en fait à quel point ça allait affecter la campagne de Donald Trump, parce que je pense qu'on l'a déjà dit, mais la base électorale de Donald Trump est très solide. Ils sont beaucoup l'idolâtre, ils sont ultra motivés. Et puis pour terminer sur ce qu'on a dit aussi sur le vote cubain en Floride, ce qui était un État très important, Joe Biden était le vice-président de Barack Obama lorsqu'il y a eu ce rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. Donc pour les Cubains de Floride, il personnifie vraiment ce rapprochement qui les a rendus furieux, notamment la génération la plus âgée des Cubains. Et donc c'est ce qui explique aussi que peut-être les Cubains, notamment à Miami, se sont encore plus mobilisés qu'il y a 4 ans pour voter en faveur de Donald Trump. Daniel Cruz, quand même, revenons d'un mot sur la crise du Covid, qui est encore très palpable ici. On sent bien qu'une partie des Américains ont peur, et à juste titre, de ce qui est en train de se passer et de cette crise sanitaire. On a spéculé les uns et les autres en disant est-ce que ça, à un moment donné, ça ne va pas faire basculer une partie de l'électorat de Trump, plutôt âgé, plutôt fragile, qui a été impacté par la crise du Covid. Je me souviens ici même sur ce plateau, certains de nos interlocuteurs disaient, au-delà des mots, au-delà des fake news, il y aura le mur du réel et 230 000 morts de la crise du Covid. Eh bien, en réalité, l'électorat n'a pas fait payer Donald Trump pour la gestion de la crise du Covid. Ça n'a pas impacté le vote de manière significative. Peut-être pas d'une manière significative. Je crois que ça a impacté certainement le message de Biden. Et je crois que Biden va engagé dans la crise du Covid complètement différemment en tant que président de ce que Trump est en train de faire. S'il est élu. S'il est élu. Mais forcément, le message, et on voit ça en Floride, où le taux est très haut de contamination du Covid, et même dans ces régions du sud de la Floride, parce que le nord de la Floride est républicain, le gouverneur de la Floride est un républicain qui supporte Trump complètement. Et donc le sud de la Floride, c'est là où les démocrates auraient pu avoir une chance. Et à Miami-Dade,
où Hillary a gagné par 300 000 votes l'année dernière, cette fois-ci, Biden gagne par 100 000 votes seulement. Ça, c'est l'effet Covid. C'est l'effet Covid. Ouais. Pierre Lehmann, sur cet aspect-là et sur les motivations du vote, on a encore une fois beaucoup spéculé avant, donc maintenant les résultats, on les a. On sait que ce qui a commandé, d'une certaine manière, l'élection de la majorité des Américains, c'est la situation économique. Ce sont les sujets économiques, plus que les sujets de santé ou plus que les questions raciales. Eh bien, en fait, non. Cette année, le thème principal de l'élection, ça a été quand même le Covid. Et si aujourd'hui on est dans cette situation très serrée, où on ne connaît toujours pas le vainqueur, c'est bien parce qu'il y a eu le Covid. Autrement, Trump avait un taux de support dans la population qui était très correct, hein, entre 40 et 42%. La dernière fois qu'un président français était à ce niveau-là, c'était Jacques Chirac après la première victoire dans la Coupe du Monde. Donc c'est vieux, on n'a pas connu ça depuis longtemps. Trump est extrêmement discipliné, fait très attention à sa base. En homme de marketing, il sait qu'il faut être consistant, sa marque est claire, il a un message très simple et très clair. Et sur les sujets économiques, il y avait plus d'Américains qui l'approuvaient que d'Américains qui ne l'approuvaient pas. Je parle de l'ensemble des États-Unis. Donc vous dites, s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, il aurait voté plus. Aujourd'hui, on serait été élu plus largement. Il serait élu, à mon avis, assez largement. Et d'ailleurs, il faut quand même reconnaître que dans l'histoire américaine, un président en place qui ne se fait pas réélire, c'est rare. Oui. Si on accepte le cas de Gerald Ford, qui n'a jamais été élu parce qu'il avait succédé à Nixon après l'impeachment, il n'y en a eu que deux depuis la Deuxième Guerre mondiale qui n'ont pas été réélus. C'est Jimmy Carter et ensuite George Bush père, qui tous les deux étaient à des taux d'approbation dans l'opinion très faibles, qui étaient en dessous de 35%. Donc vous diriez aujourd'hui que les résultats ont été commandés par la crise du Covid. Pardon, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a entendu ces dernières heures en expliquant que le vote avait été motivé d'abord par des questions économiques. Non, parce que si ça avait été le cas, on ne serait pas dans cette discussion et Trump aurait déjà, je pense, largement remporté cette élection et on ne serait pas dans cette situation inconnue aujourd'hui. Ça l'a clairement fragilisé, c'est ça. Ça l'a tout à fait fragilisé. Philippe Corbet. Oui, parce que là, on n'a pas encore les résultats définitifs, mais on parlait du Wisconsin tout à l'heure. Le Wisconsin est l'un des États où il y a eu la plus forte propagation du virus ces dernières semaines. Si au bout du compte, Biden le gagne de très peu, il y aura certainement un effet Covid. Le Michigan, même chose. La Géorgie, si on n'a pas encore les résultats en Géorgie, en fait, on attend les résultats de l'agglomération d'Atlanta et notamment beaucoup de la communauté noire qui a été particulièrement touchée par le Covid. Si au bout du compte, Biden garde la Géorgie, on pourra peut-être analyser un effet parmi d'autres du Covid. Ça veut dire que Joe Biden a eu raison de faire toute sa campagne quasiment sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je pense que Biden a raté. Donald Trump a réussi quelque chose à mêler économie et Covid. Il a réussi à imposer l'idée qu'au fond, vous êtes inquiet par les conséquences économiques Covid, mais vous vous souvenez, l'économie, avant le Covid, c'était formidable. Ouais. Donc je suis le mieux placé pour reconstruire l'économie après le Covid. Et ce message-là, on a senti monter au fil de l'été. Et le message alternatif de Biden, c'était « Build back better », donc reconstruire mieux, ce qui n'était pas très clair en fait. Donc le message lié à économie et Covid de Trump était relativement efficace. Est-ce que ce n'est pas une manière pour Donald Trump de démontrer que le Trumpisme n'est pas un accident? Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça c'est une certitude aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ceux qui en Amérique pensaient que 2016 avait été un concours de circonstances avec un mélange de Facebook, de la Russie, des médias, de je ne sais quoi d'autre, étaient au fond, Donald Trump avait été élu un peu par hasard, se rendre compte que non, ce n'est pas le cas, qu'il y a une vraie base solide, structurée du Trumpisme, et des gens qui ne sont pas, comment dire, il y a des gens très enthousiastes qui sont vraiment derrière lui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne se font pas beaucoup d'illusions sur Donald Trump et sa personnalité. J'ai rencontré plein de gens dans les reportages ces dernières semaines dans le Michigan qui disent « Moi, Trump, j'aime pas ses tweets, à la télévision, il est trop violent et trop agressif, mais regardez, je paye moins de taxes, mon usine, elle embauche, j'ai été augmenté et comme mon fonds de retraite est à la bourse elle a monté, donc je vais pouvoir prendre ma retraite plus tôt. » Voilà. Je voudrais avoir votre avis, Sonia Dredi, sur ce que dit précisément Philippe Corbet, sur peut-être cette douche froide pour une partie des démocrates et même de l'électorat démocrate qui se disait en gros, allez, ça a été 4 ans, mais ça ne peut pas durer parce que les Américains vont se réveiller. Oui, complètement. Je voyais beaucoup de démocrates, j'ai parlé à certains aussi des démocrates hier, qui étaient vraiment très déçus et qui pensaient faire beaucoup mieux au niveau de la soirée électorale. Après, je pense que quand même vraiment Joe Biden a réussi à fédérer le parti démocrate, même si beaucoup n'étaient pas enthousiastes au vu d'avoir Joe Biden comme président. Mais ça, il a vraiment réussi ce pari par rapport à Hillary Clinton.
Je ne pense pas que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, Donald Trump aurait été forcément réélu parce que vraiment ce qui était clé dans cette élection, c'était la mobilisation, parce que beaucoup de démocrates ne s'étaient pas mobilisés en 2016. Et là, on le voit notamment chez les jeunes, notamment chez les minorités, il y a eu une plus forte participation. Je pense que, comme vous l'avez dit aussi, la crise économique, et c'est ce qu'on voit pour l'instant dans les sondages de sortie des urnes, a été vraiment une priorité pour les Américains en allant voter. Et je pense qu'on n'a aussi pas parlé d'un autre sujet encore, ce sont les tensions raciales. On parlait tout à l'heure des électeurs de Donald Trump, voilà, qui n'avaient pas voté il y a 4 ans et qui ont été votés cette année. Moi, j'étais dans l'Oregon il y a quelques semaines et il y a un électeur qui m'a dit en 2016, excusez-moi, je n'ai pas été voté. Et là, j'ai peur pour mes petites filles, j'ai peur avec ces manifestations et j'ai été voter, je vais aller voter pour Donald Trump cette année. Je pense que ça a quand même motivé certains électeurs, notamment ce qu'on appelle les shy Trumpers, des gens qui ne disent pas forcément qu'ils vont aller voter pour Donald Trump. Alors justement, vous en parliez à l'instant, alors que le pays se retrouve plus divisé que jamais au lendemain du vote, ça là je pense qu'on est tous d'accord, la question raciale reste au cœur des fractures américaines. Dans le pays, certains ont même décidé de faire sécession. En Géorgie, en Louisiane, des communautés noires s'organisent pour vivre entre elles de manière autonome, coupées de l'Amérique blanche dont elles n'attendent plus rien. Juliette Perrault, Arnaud Fora avec Mélanie Nunez. Reportage. À quelques kilomètres du village de Tomsboro, au cœur de la forêt, tout au bout d'un chemin couleur ocre, une terre promise. Celle de 19 familles noires, baptisées Freedom, liberté. J'espère que tout ira bien. Tu reviens quand tu veux. Tu es la bienvenue ici. 40 hectares d'une plaine encore en friche, achetés par cette communauté, avec un objectif, y construire leur propre ville, où chacun pourra se sentir en sécurité. Tabitha est l'une des plus impliquées dans ce projet. Elle imagine déjà sa nouvelle vie. Quand ma maison sera construite ici, je sortirai le matin pour m'asseoir sous mon porche. J'aurai cette vue en face de moi. C'est notre bout de liberté. Une liberté dont cette mère de famille s'estime privée dans son propre pays. À l'origine de cette ville sortie de terre, une militante, agent immobilier. Elle porte ce projet depuis des mois. La plupart des terres possédées par les Américains noirs ont été volées, vendues ou perdues. Aujourd'hui, on peut dire j'ai une terre, j'ai un vote, j'ai une voix. Et je peux établir mes règles. Et je peux exister en tant que leader d'une communauté. Une communauté qui ressent le besoin de se replier sur elle-même, mais qui se défend de créer une nouvelle forme de ségrégation. Les Chinois ont créé des communautés partout dans le monde. Est-ce qu'on les accuse de ségrégation? Non. On veut juste créer quelque chose qui soit à nous. Je ne vois pas pourquoi c'est un problème. C'est seulement un problème quand les Noirs veulent le faire. Les premières maisons devraient voir le jour d'ici 2 ans. À 800 km de là, en Louisiane, autre exemple de ce fossé racial, la ville de Bâton Rouge, toujours coupée en deux. Au sud, des Blancs, aisés, qui détiennent les commerces. Au nord, le long de ces boulevards, des quartiers délabrés, où vit une population noire paupérisée. Il y a une riche histoire ici, liée à l'esclavage. Beaucoup de personnes noires ont leurs racines dans cette ville. C'est ici que les premiers esclaves se sont installés. Alors pour se soutenir, la communauté s'organise autour d'un principe, les Black-Owned Businesses, autrement dit les commerces tenus par les Noirs, que chacun ici est invité à privilégier. Vous avez des restaurants tenus par des Noirs à Bâton Rouge. Vous voyez? Il y en a des tas et des tas. Beaucoup de magasins tenus par des Noirs aussi. Acheter là-bas, c'est dire qu'on veut dépenser ces dollars pour la communauté. Exemple dans ce café tenu par Horatio, un patron noir, le seul au nord de Bâton Rouge. Donne-moi ici des cookies. Je t'en prends 2. Ici, les clients n'hésitent pas à faire des kilomètres pour un café. Je peux faire 20,
30 minutes de voiture pour venir ici, alors qu'autour de chez moi, il y a des dizaines de cafés. Ce dollar, si je le donne à Starbucks, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si je le donne à Horacio, ça fait une différence énorme. Et c'est comme ça qu'on pourra prouver que les Noirs, eux aussi, peuvent tenir des affaires. Une communauté qui représenterait selon lui 7 milliards de dollars de pouvoir d'achat et qui souhaite plus que jamais reprendre son destin en main. Pour cela, un lieu de référence, l'université, comme celle de Xavier de Louisiane à la Nouvelle-Orléans, fréquentée par des étudiants noirs depuis 1920. Des étudiants sensibilisés au mécanisme des inégalités, exemple ce jour-là avec un cours sur le genre. Rappelez-vous, la racine est toujours avant le suffixe « isme ». Par exemple, dans le mot racisme, sexisme. Poser les bases d'une société plus juste, objectif à atteindre pour la communauté. Une ambition dans laquelle se retrouvent ces étudiantes de 21 ans. Je suis allée dans une école blanche toute ma vie. Et si j'ai choisi cette université, c'est pour avoir plus de gens comme moi autour de moi. On n'étudie pas de la même façon. On évolue différemment en tant que personne, tout en étant bien dans notre peau. On peut vraiment être soi-même, meilleur. Une volonté partagée par les 3000 étudiants de l'université, des jeunes Afro-Américains qui deviendront pour la grande majorité les meilleurs dans leur domaine. Et cette question qui nous est posée, la perspective d'une femme noire présidente en cas de défaillance de Joe Biden a-t-elle dissuadé certains électeurs de voter démocrate? C'est une question de Marie-Joseph qui habite à Paris. Et c'est vrai que c'était un argument de Donald Trump dans les derniers jours de la campagne. Il faudra analyser ce qui s'est passé peut-être en Floride, par exemple, mais ça faisait partie du message de Trump contre Biden en Floride en disant « Regardez, en fait, il a derrière lui... Joe Biden peut être sympa, mais derrière lui, c'est l'extrême gauche, c'est la candidate, la sénatrice la plus à gauche du Sénat, ce qui n'est pas forcément la vérité. Mais ça participait à une forme de peur qu'a essayé d'instiller Trump sur la candidature Biden. Parce qu'il avait un écueil. En fait, tout le monde en Amérique connaît Biden et personne ne déteste vraiment Biden en Amérique. Et donc, il a fait tout un travail pour d'une certaine manière, créer une forme d'insécurité autour de l'hypothèse d'une présidence Biden. Et les résultats, en Floride et en d'autres États, montrent qu'il a assez réussi à justement, d'une certaine manière, créer une insécurité autour de Biden. Et Joe Biden, il l'a travaillé, comme on dit, la communauté noire, la communauté afro-américaine. Est-ce qu'on sait comment elle a voté? Alors, les Noirs sont le seul groupe ethnique, comme on dit aux États-Unis, qui est de manière très claire une orientation politique. Les Noirs votent à 90% démocrates. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont voter ou non. Donc ça, c'est toujours la question. Ouais. Est-ce qu'il a réussi à les mobiliser? Alors, Biden est un peu indéfini comme marque. Personne ne sait exactement comment définir Biden. Et d'ailleurs, dans cette élection, il est essentiellement défini comme celui qui n'est pas Trump. Donc, il a eu beaucoup de mal. Mais c'est vrai que pour la primaire, il a fait un choix, calculant que sa proximité avec Obama pouvait lui permettre d'être justement celui qui allait attirer les Noirs. Au début des primaires, quand la primaire se passait dans des États où il y a peu de Noirs, il était très, très largement distancé. Il a toujours fait le pari que dès qu'on arriverait au Sud, les choses s'amélioreraient grâce aux Noirs, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, évidemment, c'est la base sur laquelle il a construit son élection possible, c'est cette communauté noire. Et le choix de Kamala Harris est tout à fait dans cette ligne, sachant que ce n'est pas une personnalité de gauche, c'est plutôt une personnalité de droite au sein des démocrates. Elle était l'ancienne, d'une certaine manière, procureur général de Californie, très connue pour ses politiques assez répressive. Daniel Cruz, on va savoir si la carte Obama a joué. Et je crois qu'elle a complètement joué. D'une certaine manière, il travaillait pour Obama avant d'être nominé pour la présidence. Et maintenant, Obama, sur les 10 derniers jours, est sorti en faveur et a supporté Biden. Et Obama était fantastique sur toutes ses sorties pour le candidat. Il avait l'air fantastique parce que efficace. Efficace, il avait l'air d'avoir 10 ans de moins que quand il a quitté la présidence, et d'un enthousiasme et d'une énergie folle. Parce que faire sortir la carte Obama, ça radicalise, le mot est peut-être un peu fort, mais ça mobilise aussi le camp adverse, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas, qui ont beaucoup de mal avec Barack Obama. Exactement. Donc c'est à deux tranchants, mais finalement ce que Biden a fait, et ce qu'il a fait beaucoup mieux qu'Hillary, c'est qu'il a rassemblé le Parti démocrate.
Ouais. Le Parti démocrate est un parti très dur, pas comme les républicains, très dur à rassembler. Et en 2016, les gens de Trump disaient « lock her up » à Hillary, mais les Bernie Sanders supporters disaient la même chose, « lock her up ». Ouais, d'accord. Donc, Biden a réussi à ramener toute l'attente démocrate. Le point commun, c'était l'anti-Trumpisme. Absolument. Et c'était l'anti-Trumpisme. C'était pas forcément un projet commun, partagé, mais l'anti-Trumpisme aura été, quelle que soit l'issue, là-dessus, on peut le dire, vraiment la martingale de Joe Biden pendant cette campagne. C'est aussi sa limite. Hein. Et c'est aussi sa limite, on le verra. On n'a pas encore, je le rappelle, les résultats définitifs. Nous n'avons toujours pas le nom du futur président des États-Unis. Et nous revenons quand même à vos questions. Donald Trump peut-il s'imposer au final en devançant Joe Biden de peu, à votre avis, Pierre Lehmann? Absolument. Oui. Vous savez, on est maintenant arrivé à un stade où ça va se jouer à très peu de choses dans les 4 ou 5 États qui sont encore incertains. Alors il y a le Maine, Donc, oui. pendant que nous parlions, qui le Maine, est tombé. Oui, ça fait partie des 2 Biden. États, comme le Nebraska, où le vainqueur de l'État ne gagne pas forcément tous les votes. Voilà, il y a 2 cas qui sont des relativement petits États. Le Maine en est un. Mais comme prévu, Biden va gagner la plupart des électeurs. Un d'entre eux va peut-être aller à Trump. Et c'est l'inverse dans le Nebraska, donc ça va s'équilibrer. Comment Donald Trump peut-il se déclarer vainqueur alors que tous les votes n'ont pas été comptabilisés? En a-t-il le droit? C'est Angèle qui habite dans le Val-de-Marne qui, comme nous, on découvre voilà, la façon dont les choses se passent aux États-Unis. C'est bien le problème de sa déclaration d'hier soir. C'est-à-dire que c'est une chose de vouloir faire une déclaration politique forte pour marquer, pour jouer sur ce jeu d'échecs des prochains jours, avancer ses pions. C'en est une autre d'aller un poil trop loin et de dire j'ai gagné, parce que d'une certaine manière il s'expose et là où il aurait pu dire moi je veux que je suis le président des États-Unis, je suis le garant des institutions, je veux qu'absolument les voix soient comptées, qu'il n'y ait pas de problème, je veux que la démocratie américaine vive pleinement. Ouais. Non, il dit j'ai gagné. Et c'est là où peut-être on verra, mais il fait peut-être une erreur politique au sein de son camp à ce moment-là. Est-ce qu'il peut faire ensuite machine arrière quand on connaît la personnalité de Donald Trump, dire j'ai gagné? En fait, non. Ça paraît compliqué, hein, Philippe Corbet. Ça va pas être simple. Et on parlait du camp Trump. On apprend à l'instant que le camp Trump demande le recomptage des voix dans le Wisconsin. Donc la bataille commence. Oui, parce qu'à cette heure-ci, le Wisconsin dit qu'il n'y a plus que 1000 voix à compter. Et Biden, dans les dernières fois que j'ai regardé, a 20 000 voix d'avance. Donc ça semble gagner pour Biden, le Wisconsin. Est-ce que des fraudes sont réellement possibles avec le vote par correspondance? Sonia Dridi, des fraudes avec le vote par correspondance? Alors, selon la grande majorité des études réalisées ces dernières décennies, avec le vote par correspondance, les fraudes sont extrêmement minimes. Pourquoi Donald Trump parle de fraude avec ce système de vote? C'est parce que on sait que traditionnellement, les démocrates votent beaucoup plus par correspondance que les républicains. Ils se doutaient que cela allait favoriser leur mobilisation, en tout cas la rendre plus simple, surtout en cette période de pandémie. Et c'est pour ça que depuis des mois, Donald Trump rabâche qu'il y aura des fraudes avec ce système de vote, mais non, selon la grande majorité des études, le vote par correspondance ne favorise pas la fraude. Non, je suis d'accord avec ce qui vient de se dire. C'est complètement tactique, c'est prévu depuis le début. 66% ou 65% des démocrates ont voté avant l'élection. Alors, ça peut être par correspondance, ça peut être en venant dans des bureaux de vote qui sont ouverts ou en déposant leurs bulletins dans des endroits qui sont prévus pour ça, et c'est seulement un tiers des républicains qui ont voté à l'avance. Donc Trump sait très bien qu'en contestant par avance tout vote qui n'a pas été déposé le jour de l'élection, il plaide pour sa propre chapelle, mais ça trompe personne. Quelle ambiance règne-t-il à Washington? Ça, c'est une question pour vous, Sonia Dridi. Vous êtes en direct avec nous ce soir de Washington. On a fait une émission hier à votre place, c'était François Clémenceau qui nous expliquait qu'il y avait vraiment un climat de tension qu'on ressentait, il faut bien le dire, ici même dans les rues de New York. Et finalement, on va se le dire, aujourd'hui, c'est très calme. Oui, tout à fait. Moi, j'étais à la Maison-Blanche hier jusqu'à environ 1h, 1h30 du matin, heure locale. Et finalement, on était beaucoup dans l'attente. Il y avait quelques centaines de manifestants, enfin d'Américains réunis autour de la Maison-Blanche, en majorité des démocrates. J'ai croisé aussi certains pro-Trump, mais on n'a pas du tout eu les tensions que certains attendaient. L'atmosphère était très étrange à Washington ces derniers jours. Les magasins, les hôtels barricadés avec des planches de bois, les Américains qui décident de ne
pas venir travailler le jour de l'élection parce qu'ils craignaient justement des violences. Pour l'instant, c'est assez calme, mais je trouve que c'est maintenant que ça commence à basculer. D'ailleurs, on a appris qu'au petit matin, des Proud Boys, donc ces militants nationalistes de l'alt-right, certains ont été poignardés. Alors, certains médias disent par des manifestants Black Lives Matter, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'on a eu vraiment de conclusion à ce sujet. Mais je trouve que c'est maintenant que le climat est vraiment incertain, qu'un camp revendique la victoire, qu'on peut s'attendre éventuellement à un basculement et à des tensions dans le pays et notamment dans la capitale. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Corbet? Oui, prenons l'hypothèse, c'est une hypothèse. Hein. Oui. Trump peut encore gagner, mais prenons l'hypothèse où Trump finalement ne gagne pas de très peu. Tous ces gens qui le soutiennent, qui l'aiment, qui l'admirent, qui pensent vraiment qu'il est le plus grand président de l'histoire américaine, qui ont écouté ses meetings depuis 4 ans disant « je ne peux pas perdre, sauf si c'est truqué ». Une partie d'entre eux sont très armés, très motivés, et effectivement c'est une situation localement qui peut dégénérer à tout moment. Mais allez, soyons optimistes, non pas sur Biden ou Trump, le gagnant finalement. La démocratie américaine fonctionne depuis 232 ans, bon an, mal an, avec des hauts et des bas. Mais pour l'instant, les institutions plient, mais ne cassent pas. Et pour l'instant, ce qui se joue, c'est aussi... je pense que beaucoup d'Américains sont attentifs et regardent ce qui se passe et font encore confiance à leurs institutions et ce qui est en train de se passer. Et on peut rappeler que la démocratie américaine, si tant est que l'histoire se termine bien, se porte plutôt bien parce que les Américains ont voté. On dit souvent que c'est un peuple qui ne vote pas. Cette fois-ci, il y a eu une mobilisation. Jamais autant d'Américains ne se sont allés aux urnes ou ont voté pour un scrutin. Il faut aussi célébrer ça. Allez, très vite, une dernière question. Combien de jours pourrait prendre le décompte des votes par correspondance? Y a-t-il une date butoir? Alors, ça dépend des États. La Pennsylvanie, c'est jusqu'à vendredi, mais il peut y avoir des contestations en justice, donc voilà. Ça va prendre quelques jours. Ah, et oui. on sera encore là, nous, en tout cas, demain matin, pour vivre avec vous cette présidentielle en direct de New York. Ce C'est dans l'air sera rediffusé ce soir aux alentours de 22h30, heure française. Tout de suite, c'est à vous.